À mes côtés pour revenir sur l'événement politico-médiatique du jour, la conférence de presse de François Fillon, 12 jours après le début du scandale. Philippe Vigier, bonsoir. Soyez bienvenue, vous êtes le porte-parole de François Fillon, président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. À vos côtés, Caroline Vigoureux, bonsoir, journaliste politique à l'Opinion. Vous avez assisté à cette conférence de presse aujourd'hui, tout comme Bruno Jeudi, éditorialiste politique du BFM TV. Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Philippe Vigier, le filloniste que vous êtes, a-t-il repris des couleurs ce soir ? Oui, parce que c'est un exercice très difficile auquel s'est livré François Fillon. Il l'a fait avec un courage formidable. Il a fait un exercice de vérité qui n'a jamais été fait dans la vie politique française à ce point-là. Quelle vérité ? Et de dire, écoutez, voilà, j'ai fait une erreur d'appréciation, j'ai embauché des membres de ma famille, mon épouse pendant de longues années, mes enfants. Les Français ne supportent plus tout cela. Le fameux « je m'excuse », c'est ce que vous attendez, vous, par exemple ? C'est un acte très très fort. D'abord, il veut faire dire toute la vérité sur cette affaire qui, vous savez, depuis 15 jours pourrit la campagne présidentielle. C'est pour ça que je vous demandais quelle vérité, parce qu'on est loin de la voir, la vérité. Il y a deux choses. Un, c'est évidemment, il y a une enquête qui est en cours, bien sûr, qui prouvera que Mme Fillon a travaillé. Ça, c'est l'aspect judiciaire des choses. Et la deuxième chose, il a bien compris que les Français avaient été blessés, que ce lien de confiance très fort qui était né des primaires, eh bien, ce lien, il était en train de se rompre. Donc, il fallait faire cet exercice. Ça a montré d'abord une colonne vertébrale, parce qu'il a traversé 10 jours absolument épouvantables. Et deuxièmement, il a pris des engagements pour l'avenir. Ces engagements, c'est que voilà, il y a certains comportements qu'on a pu avoir jusqu'à présent, certaines attitudes que l'on ne pourra plus avoir demain. Et bien ça veut dire qu'il s'inscrit dans l'avenir, et ça c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc c'est pas uniquement de faire plaisir à ses supporters, c'est de dire, ben voilà, j'ai commis une erreur d'appréciation, il aurait dû faire cet exercice il y a 10 jours, mais il n'avait pas mesuré, et il l'a d'ailleurs dit lui-même, à quel point cette déferlante arrive. Il a dit j'ai été déstabilisé. C'est probablement une phrase que lui avait soufflé l'un de ses communicants, peut-être sa communicante en chef. De communication, je pense qu'il a parlé avec ses tripes, il est parlé avec son cœur. Souvent on dit que François Fillon n'a pas assez d'empathie. En fait, sous cette carapace, eh bien, il se cache aussi un homme qui a du cœur, qui a de la sensibilité. On l'avait entendu à la Villette, et puis là, il a tout mis sur la table. Regardez, il a d'ailleurs, dès ce soir, sur son site internet, publié l'ensemble de son patrimoine et des comptes. J'imagine et j'espère que chacun des candidats à la présidentielle fera la même chose. Puisque vous en parlez, pardonnez-moi, je précise, François Fillon qui divulgue en effet ce soir les salaires versés notamment à sa femme entre 1986 et 2013, mais il donne des salaires mensuels nets moyens, pas donc un détail précis mois par mois. Forme d'astuce pour éviter les gros salaires, le fameux 10 000 euros notamment révélé par le Canard enchaîné. C'est pas un problème d'astuce, il a fait une... Écoutez, c'est les journaux qui les premiers ont globalisé la somme. Savez-vous combien a coûté le coiffeur de Monsieur Hollande ? Dans le corps des articles, il y avait les salaires. Juste une chose, je disais tout à l'heure que François Fillon s'est excusé. Est-ce que François Hollande s'est excusé qu'un coiffeur à plusieurs milliers d'euros vienne tous les matins s'occuper de ses cheveux à l'Élysée ? Jamais un mot là-dessus. Jamais Monsieur Aquilino Morel. Jamais un mot sur le fait qu'il y avait son cireur de chaussures qui venait. Donc la globalisation, fait évidemment, c'est une somme importante. Moi, j'ai entendu des gens dans ma circonscription ce soir, et vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. J'ai entendu des gens qui m'ont dit que c'était des sommes importantes. Lorsque vous gagnez le SMIC, lorsque vous êtes au chômage, lorsque vous êtes en difficulté, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas compris cela. Ça n'était pas illégal, mais quelque part, ça a pu choquer les individus et les Français en particulier. Vigoureux. Et François Fillon en a tiré toutes les conséquences. Caroline Vigoureux, journaliste politique à l'Opinion, vous avez assisté à cette conférence de presse, vous la journaliste bête noire, les journalistes bête noire de François Fillon. Quelles sont vos impressions d'abord sur cette conférence de presse ? Comment vous l'avez senti ? Sur la forme, je l'ai trouvé assez bon, assez clair, plutôt solide, résistant. Après, sur le fond, finalement, sur le fond de l'affaire, il dit pas grand-chose de nouveau, il détaille, il donne des éléments chiffrés, etc. Mais on n'apprend pas... Qui sont ces éléments chiffrés ? Qui sont ces éléments chiffrés. Ce qui est nouveau, c'est le mea culpa, les excuses. Mais finalement, sa ligne de défense reste la même, de dire j'ai rien à me reprocher, tout ça était parfaitement légal, d'attaquer à nouveau les journalistes, la presse. Il redit qu'il est convaincu que tout ça est un complot. Donc sur la forme, il y a une nouveauté dans le fait de s'excuser auprès des Français. C'est assez inédit en plus de la part d'un candidat à l'élection présidentielle de s'excuser en son nom. Sur le fond, et sa ligne de défense reste similaire à celle qu'il a depuis le début. Guillaume Tabar, Bruno Jeudi, François Fillon, aujourd'hui, a-t-il tant dévié de sa ligne que ça ? Au-delà du « je m'excuse ». Il ne pouvait pas, parce que dévier de sa ligne, ça aurait été dire qu'il avait dit n'importe quoi au début. Or, le problème de François Fillon, c'est qu'il avait eu une communication passablement chaotique. Et moi, j'ai le sentiment que ce soir, cet après-midi, il a réussi ce qu'il avait échoué au début.
À savoir, au début, il est très imprécis. Là, il fait la transparence. Il a paru flottant au début. Là, il s'est posé vraiment en patron de la droite. C'est-à-dire, on va revenir peut-être sur le volet politique, qui est le volet décisif de cette annonce. Les parlementaires qui avaient des doutes le voyaient aussi fléchir et ils avaient besoin, et on va le voir demain avec la réunion des parlementaires au QG, d'avoir un candidat qui tienne le coup. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il a réussi ce changement de position. Et puis surtout, et c'est ça quand même le cœur des choses, il y avait une question sur sa candidature, sur la possibilité de maintenir sa candidature. Il a montré non seulement qu'il le voulait, mais surtout, il a clairement rappelé à tous ceux qui auraient pu être tentés par d'autres solutions, voire par le renvoyer chez lui, qu'il avait été désigné par une primaire qui avait eu 4 millions de votants et qu'aucune autre instance ne pouvait le démettre de sa position de candidat. Donc, quelque part, il contraint ou il fait en sorte que tous les responsables de la droite, les dirigeants, les parlementaires, les élus, soient derrière lui, alors qu'il y avait du flottement sur ces derniers jours. Et je pense que psychologiquement, cette bascule politique, elle est importante car c'est ce qui lui permet de rester candidat. Reste à lui, bien sûr, d'achever de convaincre l'opinion sur le fond de l'affaire. Vous êtes d'accord, Bruno, sur la forme, même si sur le fond, on est bien loin d'avoir toutes les réponses aux questions, ou en tout cas les éléments que l'on attendait éventuellement, de nombreuses zones d'ombre, mais l'exercice communication, il est réussi ? Oui, sur la forme, en reprenant la main politiquement, il s'est donné de l'oxygène. Il s'est posé en patron, Guillaume Tabar le disait à l'instant, d'une majorité de cette droite, au fond, sans plan B aussi, avec sa formule, sans plan B, un plan Bérésina, parce que c'est vrai qu'ils s'entendent pas entre eux, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient tous là, bon maintenant ils sont derrière lui, mais finalement pendant 4-5 jours, ils ont essayé de voir s'il y avait des hypothèses possibles, et il n'y en a pas une qui s'est dégagée, qui pouvait faire consensus. Donc il s'est donné de l'oxygène sur la forme. Sur le fond, on voit bien que sa ligne de défense a peu bougé, hein. C'est légal, nous a-t-il dit. Après, il évolue un petit peu sur le côté où il essaie de porter la riposte politique en attaquant le parquet financier, en disant que ils s'attribuent, ils vont au-delà de ce qu'ils pourraient faire dans leurs enquêtes. Qui lui a répondu d'ailleurs ce soir. Voilà, qui lui a répondu. Mais enfin, il a lancé un peu l'offensive sur ce terrain-là. Et à mon avis, on va en entendre beaucoup parler dans les prochains jours. Et puis, il a cette fois-ci encore plus ciblé le pouvoir, renvoyant politiquement le gourou, on a compris, Emmanuel Macron, aux intouchables de Montretout, qui eux, évidemment, ils vont relancer, je pense, les amis de François Fillon sur le terrain de Marine Le Pen, qui elle-même est empêtrée avec une affaire d'assistant parlementaire européen. Mais tout de même, n'est-il pas sur une forme de ligne de crête, François Fillon, lors d'un exercice comme celui du jour? Philippe Vigier, je m'adresse à vous. À propos de probité, par exemple, François Fillon a dit aujourd'hui qu'il avait toujours fait de la transparence une exigence. Il a rappelé qu'il avait cessé de travailler avec sa famille il y a 3 ans, oubliant quand même de préciser que c'est la date de promulgation de la loi sur la transparence de la vie publique et qu'il avait refusé de voter pour. Hein. Il avait même fait un 20h pour l'expliquer. Et d'un autre côté, on a appris, c'est lui-même qui l'a confirmé d'une certaine manière, répondant à une question de Thierry Arnaud, pour la première fois qu'il avait reconnu avoir perçu, lorsqu'il était sénateur, plus de 20 000 € provenant d'une cagnotte secrète. On l'écoute. Pourquoi rembourserais-je des sommes qui correspondent au travail de ma femme? Je vous pose la question. J'ai dit tout à l'heure que je comprenais l'évolution de l'opinion sur ces questions, que je regrettais de ne pas l'avoir, au fond, compris plus tôt. J'ai dit tout à l'heure que je voulais participer à l'évolution du statut des parlementaires sans donner de leçons. Mais ma femme a travaillé. Ce sont les pratiques de la vie politique dont je vous parlais dans mon propos préliminaire, qui sont très anciennes, qui ne sont plus aujourd'hui acceptées des Français, je m'en rends compte. Est-ce que je suis à l'origine de ces pratiques? Non. Est-ce que je suis poursuivi aujourd'hui pour ces pratiques? Non. Est-ce qu'elles doivent cesser? Oui. Et c'est ce qui me motive à proposer à nos concitoyens la mise en place d'un vrai statut renouvelé de l'élu totalement transparent. Des vieilles pratiques, dit François Fillon, qui reconnaît donc en creux avoir perçu plus de 20 000 € lorsqu'il était sénateur. Philippe Vigier, si François Fillon peut apparaître renforcé au sein de sa propre famille politique ce soir, n'avez-vous pas peur qu'aux yeux des Français, la défiance soit maintenue à l'égard de François Fillon? Ça veut dire tout simplement qu'il faut tourner le dos à ces vieilles pratiques. Et d'ailleurs, ces 5 dernières années à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, vous savez, on a une unanimité qui s'appelle une unanimité représentative des frais de mandat.
où nous sommes tracés de A à Z, où on signe sur l'honneur une lettre comme quoi cet argent est bien utilisé et conformément à la charte et à l'éthique qui a été décidée par l'Assemblée et le Sénat. Donc, il y a eu des vieilles pratiques. Mais il faut peut-être qu'on regarde un peu l'avenir. Lorsqu'il a dit lui-même qu'il n'avait pas eu de contrôle fiscal, lorsqu'il a dit lui-même qu'il ne payait pas d'ISF, lorsqu'il a dévoilé tout son patrimoine, au moins, il faut reconnaître tout cela. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, j'espère que les autres feront la même chose. Parce qu'il n'y a pas de raison que lui dise tout et que les autres ne disent pas tout. Et alors, la seconde chose que je voudrais dire, c'est que il faut maintenant qu'on passe à la campagne. Justement. Parce qu'il reste 70 jours. Il s'agit des 5 prochaines années. Il s'agit de la France de demain. Est-ce qu'on va laisser uniquement cette affaire, une fois de plus? François Fillon, la semaine dernière, a dit quoi? Laissez-moi 15 jours pour établir la vérité et laissons la justice faire son travail. Très bien, on est à une semaine. Il y a encore une semaine. J'espère que d'ici là, on aura tous les éléments. La campagne reprend. Bien sûr, il va démarrer cette semaine à Poitiers. Il va aller encore en déplacement à Troyes. Bref, il faut maintenant qu'il y ait une confrontation. Projet contre projet. Qu'est-ce qu'on fait pour la France pour ces 5 prochaines années? J'attends cela. Il a fait cet exercice de vérité cet après-midi. Il faut maintenant passer à la suite, c'est-à-dire à la vraie campagne. Ce soir, après cette conférence de presse ce soir, il y avait donc une réunion du comité de campagne de François Fillon, qui sera demain devant le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et puis, vous l'avez dit, il se déplacera à Troyes, chez François Baroin, qui d'ailleurs avait été évoqué comme étant un plan B potentiel. Bruno Jeudi, Guillaume Tabar, plus le choix, il doit foncer maintenant pour au moins psychologiquement donner l'impression qu'il est à nouveau en mouvement, François Fillon. Il doit absolument relancer la campagne rapidement. Là, c'est ce qu'il essaie de faire, puisque quand même la campagne est à l'arrêt depuis 13 jours. Et ce week-end, finalement, les électeurs de droite, ils ont vu à Lyon rassemblement de tous les autres candidats sur leur télé, et la droite, elle, empêtrée, un candidat bunkérisé, en train d'essayer de trouver d'oser sa riposte. Et puis ces tracts ce week-end, stop à la chasse à l'homme, qui d'ailleurs on fait pas forcément recette dans toutes les circonscriptions. On entendra sans doute parler demain les députés. Donc de toute façon, il est obligé d'essayer de reprendre, voir s'il a assez d'oxygène pour reprendre cette campagne. C'est le test des 2 prochains jours. Il y a les ténors du parti, le parti lui-même et la base. Les militants, il faut aller vers eux, à leur contact désormais. Il n'a plus le choix, François Fillon. Oui, il y a plusieurs cercles. Il y a effectivement les dirigeants et les parlementaires des Républicains ou de l'UDI. Là, toute solution de plan B, elle a été tuée ce soir. Tout le monde, de gré ou de force, j'allais dire, sera maintenant derrière le candidat. C'est ce que François Fillon a obtenu. Et ensuite, les militants, et quand on entend militants, on entend par ceux qui sont le plus motivés par cette campagne et peut-être les plus impatients que l'alternance se mette en place. Et je pense qu'auprès de ces militants, l'argument du complot politique, et malgré tout, même s'il y a des faits dont il doit rendre compte, il n'empêche que cette affaire, elle est sortie à un moment bien précis, comme par hasard, des feuilles de paye sont sorties à un moment. Donc, qu'il y ait une volonté de déstabiliser François Fillon, elle est évidente, personne ne peut la contester, même si ça n'empêche pas la justification qu'il devait en faire. Et donc, cet argument d'avoir affaire à une sorte de complot politique, je pense, peut renforcer la détermination des militants. Et enfin, le troisième cercle, et qui est bien sûr le plus important pour François Fillon, ce sont les électeurs eux-mêmes. Et électeurs, il ne faut pas le cacher, ils sont partagés entre ceux qui disent on est en train de nous voler notre victoire et ceux qui ont été sincèrement troublés, perturbés, voire déçus par le comportement de François Fillon. Pour voir si ça va mieux, pardonnez-moi, il faut peut-être attendre quelques jours, par exemple le week-end qui vient, parce que c'est le moment où les parlementaires, les députés notamment, rentrent dans leur circonscription. Ce fut dramatique, quasiment à l'unanimité le week-end dernier. Caroline Vigoureux, ça va être un test le week-end prochain. On va voir si non seulement cette conférence de presse et cette reprise de campagne a porté à droite. Déjà là, le week-end dernier, ils étaient plusieurs parlementaires à dire on sent que les gens ont commencé à digérer l'information et que finalement les électeurs de droite se sont bien rendus compte, comme les cadres du parti, qu'il n'y avait pas de plan B, qu'avec cette affaire, qu'ils le veuillent ou non, il fallait que ça soit François Fillon le candidat de la droite, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, et certains commençaient à dire si ça continue, ça sera Marine Le Pen à l'Élysée, etc. Donc je pense que déjà plusieurs élus ont fait ce constat. Ils me disaient il n'y a pas eu le lynchage
sondage annonçait sur le terrain, même si évidemment il y avait aussi des retours très violents. Et ils étaient tous soulagés à l'idée que François Fillon s'exprime, parce que eux-mêmes manquaient d'éléments de langage pour s'exprimer face aux électeurs, de chiffres précis que l'équipe de François Fillon avait tardé à donner aux élus. Maintenant que lui-même l'a fait, et de manière plus précise qu'il ne l'avait fait auparavant, peut-être cela va soulager les députés quand ils vont rentrer sur le terrain, et les électeurs auront, eux, des éléments de réponse aux questions auxquelles ils n'avaient pas. Dans la quasi-intégralité des dernières enquêtes d'opinion, Philippe Vigier, celle des derniers jours, François Fillon ne passe pas le premier tour. Ces enquêtes sont ce qu'elles sont, mais elles étaient de la même tonalité ces derniers jours. Que faut-il faire désormais pour réenclencher le dynamisme et surtout inverser cette mauvaise tendance? Il y avait deux choses à faire. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est naturellement l'exercice auquel il s'est livré cet après-midi. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il a donné toutes les précisions sur toutes les sommes. Non, il n'a pas donné toutes les précisions sur tous les points sur lesquels on l'attendait. Vous avez reparlé des sommes. On n'a pas non plus entendu un mot, par exemple, sur la revue des Deux-Mondes. Je réponds précisément sur le mot que vous avez évoqué tout à l'heure. Il n'y a pas un centime sur lequel il n'y a pas d'explication maintenant. Et la deuxième chose, il faut bien sûr redémarrer cette campagne. Il n'y a plan B, ou il n'y aurait plan B, que si il était un impeachment, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se présenter, ou si par exemple il était mis en examen. Tiens, ça nous différencie de Mme Le Pen, dont M. Philippot nous a expliqué ce matin que même si elle était mise en examen, elle pouvait se présenter à l'élection présidentielle. Mais où est-on? Vous voyez, ça aussi, c'est aussi la force de caractère de François Fillon, comme il l'a dit l'autre jour. Mais comment accélérer sa campagne maintenant? Comment accélérer sa campagne alors même que les autres la poursuivent? Il va être sur le terrain tous les jours. J'ai dit dès demain il y va. Je vous assure que matin et soir on va couvrir le terrain. Et puis il y aura la confrontation. Moi j'ai écouté le discours de Mme Le Pen ce week-end. J'ai écouté celui d'Emmanuel Macron. Franchement, en dehors de faire de la godille, je vois rien arriver. Où sont les idées? Même Mme Royal s'interroge, vous avez observé, sur le programme d'Emmanuel Macron. C'est un peu flou et on ne sait pas si c'est un coup de patineur à gauche, un coup de patineur à droite. Mais pour le moment, on ne voit pas où on va. Guillaume. Oui, un petit mot sur les sondages. Dans tous ceux qui sont parus autour de ces jours affreux pour lui, il est autour de 18-20%, ce qui est bas pour un candidat de droite qui avait vocation à... Et loin du boulevard qui s'offrait à lui. C'est ce que je voulais dire. On est loin du boulevard, mais je veux dire que face à une telle crise, la logique aurait voulu qu'il s'effondre encore plus. Là, il a un niveau qui est bas, mais qui reste quand même un socle non nul. Et avec un Emmanuel Macron qui... au plus fort de la Macromania, je pense qu'on a atteint ce week-end à Lyon, au plus fort de la Macromania, il est 2-3 points devant maximum. Bon. Or, dans une campagne, on sait, c'est long, c'est aussi les campagnes, ça révèle aussi les personnalités, les programmes. Fillon, s'il part de là, et qui peut remonter un peu, et Macron, si la lassitude commence à arriver, et on sent qu'il y a un petit retournement d'opinion déjà, ça peut se croiser à nouveau. Merci à tous les quatre d'avoir été à mes côtés pour cette édition spéciale. Dans quelques instants, c'est Jean-Baptiste Boursier pour Grand Angle que vous retrouvez. Il reviendra évidemment sur cette conférence de presse de François Fillon. Bonne soirée.